Attention, l'épisode qui suit est garanti 100% avec jumpscares. Ça c'est pour vous les rageux. Ceci dans le but d'installer une ambiance propre au traitement du jeu en question, et pas seulement parce que vous faire peur me fait bêtement marrer. Même si, il faut l'avouer, c'est très amusant. Quoi qu'il en soit, il m'est avis que c'est un mal pour un bien et que ça ne devrait pas vous tuer. Pas tous. Merci de votre compréhension, et bon visionnage. Coucou. Mind blowing. En fait, c'est une blague sur le fait que FNAF est un jeu avec des ours et des enfants, tu vois. Et en plus, c'était un jeu flippant, avec une commu plutôt jeune. Vous comprenez ou pas? Est-ce que quelqu'un se souvient encore de mon mème? Quelque part? Mes amis, ici Captain Hype, et bienvenue dans ma série de théories FNAF tant teasée. Alors, je sais que vous attendez avec impatience la suite du Nintendoverse, j'ai eu vos retours, mais malheureusement ça va devoir attendre encore un peu. Vous inquiétez pas, le projet est absolument pas abandonné, bien qu'il en ait l'air, je vous l'avoue. Et de même pour l'analyse de Majora's Mask partie 2, surtout que je suis en vacances là, donc voilà, on en reparlera en fin de vidéo. Bref, je vous entends déjà écrire dans les commentaires « Qu'est-ce qu'il fout sur FNAF ?» Et comme c'est un épisode pilote et un peu plus léger, je vais me permettre d'y répondre quasi tout de suite pour que les choses soient bien claires, tout en théorisant en même temps, vous allez voir. Alors, on va y aller sans plus attendre. D'abord, les bases donc. Five Nights at Freddy's est une franchise de jeux vidéo horrifiques à base de jumpscares et d'ours en peluche, développé par Scott Cawthon en 6, 7, 8 peut-être, jeux se déroulant plus ou moins tous dans des restaurants pour enfants de la compagnie Freddy Fazbear's Pizza, des restaurants possédant des mascottes géantes et mouvantes sous forme d'animatroniques, c'est-à-dire des robots géants en costume grossièrement. Cette série, extrêmement prolifique, a ainsi vu le jour suite à des critiques des graphismes tombant totalement dans la vallée de l'étrange des jeux précédents de ce cher Scott, et est rapidement devenu un succès mondial via internet et notamment grâce aux nombreux let's play sur YouTube, ça a un petit peu été le démarrage de tout ça, puis énormément de par son histoire cachée sujette à de nombreuses théories. Mais ça, c'était en 2014, et même si ça a continué de durer jusqu'aujourd'hui, de plus en plus lentement, la plupart des gens considèrent que ça y est, FNAF s'est plié et qu'on a résolu quasiment tout ce qui importe en tout cas. On en revient donc à la question de base, qu'est-ce qu'il fout sur FNAF? Eh bien, justement, ouvrez bien vos oreilles, c'est là que les infos viennent. Je vais faire quelque chose de très spécial dans cette série, ce qui va lui permettre d'être visionné et comprise d'absolument tout le monde, que vous soyez familier avec les jeux ou pas. Alors, je suis presque d'accord, le mystère actuel de FNAF a été globalement résolu. Et encore, il manque quelques bouts, mais on y viendra. Mais justement, j'ai glissé un petit mot dans cette phrase. Le mystère actuel de FNAF a été globalement résolu. Parce que non, il n'y a pas qu'une seule histoire cachée dans les jeux FNAF, et je parle même pas des livres et du film qui arrivera peut-être un jour. Ce qu'il faut bien comprendre avec cette série, c'est que quand Scott a fait le premier jeu et qu'il a commencé à créer le mystère, il ne prévoyait absolument pas de faire rien que le deuxième ou le troisième jeu. Et je rappelle qu'on en est à entre 6 et 8. Ce que ça veut dire, c'est qu'au fil du temps, il a non seulement étoffé le mystère autour de ses jeux, mais en plus, de façon très visible, il l'a modifié, il l'a transformé drastiquement. Par exemple, avec des ajouts très récents, comme la seule apparition d'Henry, qui se passe donc dans le dernier jeu de la série principale, environ 50 ans minimum après le meurtre de sa fille. Il lui aura donc fallu tout ce temps pour réagir, ça n'a pas de sens. Ou encore avec cette dite fille, la Puppet, comme on l'appelle, qui était initialement un garçon, puisqu'on utilisait le masculin pour la désigner, et à moins qu'elle ait changé de sexe à sa mort, entre deux plans de caméra, ça se tient pas du tout. Ce que je veux dire avec tout ça, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul mystère de FNAF, mais qu'il y en a eu plusieurs qui se sont remplacés successivement comme étant officiels, au fil de l'évolution de la pensée de Scott. Et donc, ce qui me semblerait intéressant, ce serait de détailler ces différents mystères et de les résoudre. C'est ainsi ce que je vais faire dans cette série de MBT sur les mystères de FNAF, à commencer par celui-ci qui portera uniquement sur FNAF 1. Ce que ça veut dire, c'est que tous les arguments ne venant pas du premier jeu ne sont pas valables. Et désolé pour ceux qui suivent, mais je le sens venir, donc je vais juste répéter cette phrase pour qu'elle s'imprime bien dans la tête de tout le monde. Tous les arguments ne venant pas de FNAF 1 ne sont pas valables dans cette vidéo. Et je ne parle que de FNAF 1.
Imaginez ça comme un retour 4 ans en arrière, comme si c'était à nouveau le seul jeu de la série et que tous les autres jeux n'existaient pas. Et pour ce qui est de la suite, je pense que cette série fera un total d'au moins 5 vidéos, on va dire, ayant divisé la franchise en 4 versions du mystère. D'abord uniquement FNAF 1, c'est cette vidéo, ensuite en ajoutant FNAF 2 et 3, ce sera la suivante, puis en ajoutant FNAF 4 et une partie de FNAF World pour la 3ème vidéo, et pour finir, tout à partir de la 2ème partie de FNAF World, et surtout à partir de FNAF Sister Location, donc ça comprend aussi Freddy Fazbear's Pizza Simulator, l'Ultimate Custom Night, The Freddy Files et le Survival Logbook. Et ce en 2 dernières vidéos parce que ça risque d'être bien plus long. Je compte pas parler de la série de livres pour le moment, sauf les 2 qui semblent donc être canon au jeu, et je veux être extrêmement clair également sur le fait que je ne prévois absolument pas plus de vidéos pour l'instant. Vous me connaissez et c'est comme avec Undertale, une fois que j'aurai dit tout ce que j'avais à dire, je m'arrêterai. Et en l'occurrence, je n'ai à dire pour l'instant que du contenu pour ces 5 vidéos. Ça ne sert à rien de m'en demander plus. Bien, pour finir avec cette intro, qui mine de rien n'est pas qu'une intro, on réfléchit déjà à la série en elle-même, parce que cette idée qu'il y a plusieurs versions du mystère de FNAF, c'est déjà une certaine forme de théorie, et c'est pas quelque chose que je vois très discuté. J'ai vu Funky Fwin en discuter dans la commu FR rapidement, et sinon sans vraiment plus. Donc c'est important, et c'est là un des messages principaux que je veux faire passer dans cette vidéo au final. Donc voilà. Bref, je disais, pour finir cette intro du coup, la deuxième partie de la question de base, qu'est-ce qu'il fout sur FNAF? Parce qu'il y a une petite histoire. Donc, en fait, FNAF a toujours eu des mystères qui m'ont attiré de loin, mais auxquels je ne me suis jamais totalement intéressé. N'ayant, encore à ce jour, jamais joué à aucun jeu de la série. Pas parce que j'en ai rien à foutre, parce que c'est pas le type de jeu dont le gameplay m'attire particulièrement. L'histoire, par contre, là, elle m'attire. Et puis, un jour, voyant que certains de mes collègues et amis théoriciens s'y mettaient, j'ai décidé de me lancer, d'apprendre tout surtout de ces jeux en partant de zéro. Et donc, dans ce cadre, je voulais remercier ces amis théoriciens qui m'ont aidé non seulement à rattraper mon retard sur la franchise, mais aussi à élaborer ces théories et ces vidéos. Principalement dans mon cas personnel, Enzoul, que vous connaissez déjà bien, Natikata, que j'ai déjà mentionné par le passé, et Dark Sprite Angels, de la chaîne Test de Ganon Bench, que je vous invite vraiment à aller voir d'ailleurs, le lien devrait être en haut à droite, mais aussi tous les membres de l'équipe et du serveur Discord de théorisation qu'ils ont créé, la Neo FNAF Team. Cherchez pas l'origine de ce que vous voyez à l'écran, je vous expliquerai peut-être un jour si vous voulez, parce que j'en suis en partie la source, au niveau du visuel en tout cas, donc voilà. Et si jamais vous voulez discuter avec tous ces gens, je vous invite à rejoindre mon Discord, Engouement, qui se trouve dans la description, sachant que celui de la Neo FNAF Team est plus privé, disons. En tout cas voilà, un grand merci à tous ces gens qui m'ont aidé. Pour ce qui est de la suite, je pense qu'on va vraiment pouvoir plonger dans le premier jeu, ça y est. Vous avez quasi toutes les clés pour comprendre cette série de vidéos, si ce n'est que je précise que le but n'est clairement pas ici de vous montrer de nouvelles choses. La plupart des théories déjà établies marchent très bien, je dois dire, notamment celles de MatPat qui sont, pour une fois, étonnamment bonnes, 2 fois sur 3 en tout cas. L'idée est plutôt de mettre mon avis et mon fin mot de l'histoire sur tous ces différents mystères, en utilisant de nouvelles théories que j'apporte, tout autant qu'en réutilisant des théories déjà existantes. Qu'on puisse cette fois-ci clore les théories sur FNAF une bonne fois pour toutes. Bien, sorti en août 2014, le premier Five Nights at Freddy's nous place dans la peau d'un garde de nuit qui devra passer, comme l'indique le titre, 5 nuits à celui de Freddy, donc son restaurant, Freddy Fazbear Pizza. Bon, jusque-là, à part le bas salaire et les horaires pourris, ça semble plutôt pépère. Le petit problème, c'est ce qui n'était pas marqué sur le contrat, c'est-à-dire que la menace ne vient pas des voleurs ou autres qui viendraient de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, puisque le restaurant contient 4 animatroniques qui veulent manifestement notre peau et bien nous faire flipper avec des jumpscares. Enfin, si on considère que c'est flippant au bout de plus de 5 minutes. Ils sont Freddy l'ours, Bonnie le lapin, Chica la poule et Foxy le renard. Oh, et attendez, j'ai failli oublier... Bref, on fait rapidement la connaissance de l'un de nos prédécesseurs et guides téléphoniques nommé humblement Phone Guy, littéralement le type au téléphone. Qui va vous expliquer les ficelles du métier. Il explique à travers ses enregistrements, et oui ce sont bien des enregistrements malgré le fait qu'il ait l'air d'être au téléphone, il le dit lui-même durant la 4ème nuit. D'ailleurs, on en reparlera, mais Phone Guy, donc qui a un lien avec le téléphone, n'est jamais au téléphone dans aucun jeu. Ce sont toujours des enregistrements. Donc, disais-je, il explique à travers ces enregistrements que les animatroniques errent librement dans le restaurant la nuit, de façon à ce que leur moteur ne finisse pas par s'user.
Something about their servos locking up if they get turned off for too long. Alors que le jour, ils sont forcés à rester en place, on y reviendra. Cela pose quelques problèmes s'ils voient le garde de nuit, puisque d'après PhoneGuy, qui essaie de minimiser un maximum la situation, les animatroniques nous prendront alors pour un endosquelette sans son costume et essaieront de nous enfourner dedans de force, ce qui est plutôt létal sachant les câbles et parties métalliques qui dépassent de l'intérieur. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. They'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Enfin bon, d'après lui, tout se passera bien, puisqu'il suffit, et j'appuie bien sur l'ironie du mot « suffit » ici, de les surveiller avec les caméras et les lumières des deux couloirs à gauche et à droite de la cabine, et de fermer les portes si nécessaire. Le tout, le minimum de temps possible, puisque l'énergie est limitée. Et quand je dis limitée, c'est... il y en a vraiment pas beaucoup en fait. Et puis voilà, easy peasy lemon squeezy, vous survivez aux 5 nuits, vous récupérez le chèque, il est au nom d'un certain Mike Schmidt, c'est uniquement 120$, mais bon, ça fera l'affaire. Et puis, sinon, si on veut un petit peu plus, on n'a qu'à faire une nuit de plus pour à peine 50 cents. Ok, bon, encore une nuit de plus, la Custom Night pour être virée. Mais j'ai risqué ma vie, moi! Ouais, alors, le petit souci dans cette histoire, c'est qu'au final, c'est pas si simple. J'ai un peu simplifié les traits. Y jouer juste comme ça, même si je ne doute pas que ce soit cool, ce serait rater tout un pan entier du jeu, à savoir le mystère profond qu'il recèle. La fermeture imminente du restaurant, un accident impliquant la destruction du lobe frontal d'un enfant, l'enlèvement et le meurtre d'autres enfants, la possession d'animatroniques par leurs fantômes, l'existence d'un cinquième et j'en passe. Mais avant tout ça, je pense que si on veut aller plus profondément dans cette histoire, il nous faut un peu de contexte. Et c'est là que va arriver ma meilleure amie, la grande, la magnifique... La timeline! On va pouvoir rester simple pour le moment, mais c'est plus tard que ça va vraiment se corser. Déjà, en quelle année FNAF 1 se déroule-t-il ? Les deux chèques que notre gaillard obtient ne possèdent pas d'année. L'année en question est remplacée par des croix, ce qui veut bien dire qu'en plus de représenter une somme ridicule pour le travail fourni, ces chèques ne sont pas valables. Non mais très bien, hein ? Parfait. Bref, on peut tout de même en déduire que ce cher Mike Schmidt a travaillé du lundi 8 au dimanche 14 novembre. N'oubliez pas que la date est inversée vu que c'est écrit à l'américaine, la nationalité de Scott. Pour une date plus précise, il va falloir jouer un petit peu avec le salaire obtenu. En ignorant la probable blague du demi-dollar pour la 6ème nuit, les nuits dans FNAF durent de minuit à 6h du matin. Donc chaque nuit représente 6 heures de travail, multiplié par 5 nuits, soit 30 heures de travail pour obtenir le premier chèque de 120$. Cela équivaut donc à 120 divisé par 30, soit 4$ de l'heure. Ok, ça semble bas, voire très bas, mais ça correspond au minimum possible aux États-Unis avant 1996, et probablement après 1991, où il a été monté parce que c'était encore plus bas avant ça. On prend nos petits calendriers, et là on remarque que la seule année entre 1991 et 1996 qui correspondent, avec la semaine du 8 au 14 novembre qu'on a définie, est 1993. Bon, donc on a notre première date, le jeu se passe en 1993. On peut ajouter une deuxième chose maintenant. D'après les infos données par PhoneGuy durant la première nuit, les animatroniques auraient une vingtaine d'années d'âge. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. Donc on en conclut que la chaîne de restaurants ou le restaurant Freddy Fazbear Pizza a été fondé ou ont été fondés plus ou moins une vingtaine d'années plus tôt, aux environs de 1973. Et en cette même première nuit, notre cher PhoneGuy va donner une autre information importante, il va parler d'un drame nommé la morsure de 1987, où un enfant aurait été mordu par un animatronique, ce qui aurait endommagé son lobe frontal, il en aurait survécu cependant. But then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Depuis, par mesure de sécurité, les animatroniques ne peuvent bouger librement que de nuit. Un dernier événement clé se trouve être la mort de PhoneGuy, parce que oui, il meurt. Durant la 4ème nuit, il avoue ne pas être sûr de pouvoir être là le lendemain et que la nuit est plutôt difficile pour lui. Hey, listen, I may not be around to send you a message tomorrow. It's been a bad night here for me. On comprend aux différents sons qu'il est encerclé par tous les animatroniques qui frappent à sa porte et qui finissent par réussir à entrer. Il est alors brutalement tué. Yeah, I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. Oh no. Bon, déjà je comprends pas pourquoi la compagnie donne ses enregistrements aux nouvelles recrues.
Mais passons, hein, c'est normal. Cet événement se déroule ainsi forcément quelque part entre 1987, puisqu'il en mentionne la morsure, et 1993, puisque l'on possède ces enregistrements, sans qu'on en sache vraiment plus. Et avec tout ça, on a une timeline qui semble complète pour ce qui est de FNAF 1. Détaillons plus les événements en question cependant, pour ce faire nous allons pouvoir utiliser les articles de journaux, parce qu'en effet, de temps à autre, des articles de journaux au nombre de 4 vont apparaître sur les murs du restaurant, remplaçant les règles de sécurité. Commençons par celui-ci. Des enfants disparaissent dans une pizzeria locale, les corps restent introuvables. 2 enfants auraient été attirés dans une salle à l'arrière de Freddy Fazbear's Pizza, tard le soir du 26 juin dernier. Alors que les vidéos de surveillance ont permis d'identifier le coupable et ont mené à sa capture le lendemain matin, les enfants eux-mêmes n'ont jamais été retrouvés et sont présumés morts. La police pense que le suspect s'était déguisé en l'une des mascottes de la compagnie pour gagner la confiance des enfants. Ensuite on a, maintenant 5 enfants disparus, le suspect condamné. 5 enfants sont maintenant liés à l'accident à Freddy Fazbear's Pizza, où un homme habillé en une mascotte pour enfants les aurait attirés dans une salle à l'arrière du restaurant. Alors que le suspect a été condamné, les corps eux-mêmes ne furent jamais trouvés. Freddy Fazbear's Pizza livre depuis un combat difficile pour convaincre les familles de retourner à la pizzeria. C'est une tragédie. Et vient ensuite, une pizzeria locale menacée de fermeture pour problèmes sanitaires. La pizzeria locale Freddy Fazbear's Pizza a de nouveau été menacée de fermeture par le département de santé à cause de plaintes de mauvaises odeurs s'échappant des mascottes animales tant adorées. La police a été contactée quand des parents ont dit avoir vu ce qui semblait être du sang et du mucus autour des yeux et des bouches des mascottes. Un parent a comparé cela à des carcasses réanimées. Et pour finir, annonce de la fermeture de la pizzeria locale d'ici la fin de l'année. Après une longue lutte de résistance après la tragédie qui eut lieu des années plus tôt, Freddy Fazbear's Pizza a annoncé sa fermeture d'ici la fin de l'année. Malgré une recherche d'une année, les potentiels acheteurs semblent réticents à être associés à la compagnie. Ces personnages continueront de vivre. Dans les cœurs des enfants, ils continueront de vivre. PDG. Et juste simplement, je tenais à faire remarquer cette phrase du PDG qui est particulièrement intéressante avec les derniers jeux qui sont sortis. Voilà. Petite parenthèse. Donc, pour résumer, le premier article dit que 2 enfants ont disparu, le second dit que 5 enfants ont disparu, le troisième dit que les animatroniques sont dégueulasses, et le dernier dit que le restaurant va fermer. La première conclusion qu'on peut faire, c'est sur le troisième du coup, et c'est assez évident, c'est que les corps des victimes, qu'on n'a jamais retrouvés donc, ont été cachés dans les animatroniques, d'où le mucus et le sang qui s'en échapperaient. Et ça va de pair avec ce que dit Phone Guy sur le fait que personne ne nettoie les animatroniques depuis 20 ans. Those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. Ce que ça veut dire également, c'est que Phone Guy est mal informé ou ment. Les animatroniques ne veulent pas seulement nous tuer à cause de procédures automatiques, ils sont possédés, comme dit quasiment directement par Scott dans un de ses tweets de l'époque. Les esprits des animatroniques cherchent donc à se venger de leurs tueurs. Il est intéressant que dans ce cadre, ils s'attaquent aux gardes de nuit, mais ce sera important dans les prochaines vidéos. Mais bon, une fois qu'on a déduit ça, il devient très difficile d'en déduire plus. Bon, déjà, pour la fermeture du restaurant, il est logique de penser qu'elle va se dérouler juste après le jeu. On a alors une ambiguïté sur si le drame qui est décrit comme ayant eu lieu des années plus tôt est la morsure de 87, ou alors la disparition des enfants. Mais bon, après tout, ça a peu d'importance. Mis à part ça, la première question qui vient à l'esprit, c'est si les événements décrits dans le premier et le deuxième article sont les mêmes à des stades différents ou des événements séparés. Grossièrement, est-ce qu'il y a eu 2 enfants disparus, puis 5 petit à petit, d'étape en étape, ou s'il y en a eu 2 et 5 de façon séparée, pour un total de 7. Je vais pas vous mentir, sachant qu'il y a un vrai mystère à résoudre dans cette histoire, et que je vous ai donné quasiment toutes les briques existantes pour trouver la solution, sans parler du fait que le chiffre 5 correspond aux animatroniques qu'on voit alors que le chiffre 2 ne correspond à rien, il me semble bien plus probable que les 2 disparitions n'aient été qu'une étape, surtout sachant certains termes utilisés dans le second article. Et là, par contre, il y a un truc qui devrait vous avoir dérangé dans ce que je viens de dire. Parce que du coup, je parle de 5 enfants tués et cachés dans les animatroniques pour les posséder. Alors que du coup, en fait, je vous ai dit qu'il n'existait que 4 animatroniques dans le restaurant. Bien, c'est évidemment parce que j'ai volontairement omis de vous parler du 5e animatronique. Un personnage secret, Golden Freddy, ou Yellow Bear, tel qu'il était nommé dans les fichiers du jeu à cette époque. Il est totalement fantomatique, en ignorant les lois de la physique, et en apparaissant dans la pièce d'où vous gardez le restaurant au hasard, il vous attaque alors et fait cracher le jeu. Le tout entouré de nombreux « It's me », c'est-à-dire « c'est moi », qui semble être sa phrase type, indiquant que son identité a probablement de l'importance. Et c'est ça la plus grande question à mon sens du mystère de FNAF 1, et une qui n'a jamais vraiment été tranchée puisque 3 grandes solutions semblent ressortir sur l'identité de ce Golden Freddy. Parce qu'évidemment, le simple fait qu'il soit juste un enfant comme un autre ne semble pas correspondre, il semble avoir bien plus d'importance que ça. La première de ces solutions, c'est que le personnage que l'on joue soit directement lié à tous les esprits vengeurs du restaurant et que Golden Freddy ne soit que leur porte-parole bien vénère. Et ce lien est alors assez évident.
nous jouons le tueur en personne. Ayant terminé sa peine, étant revenu sous une autre identité pour pouvoir travailler dans le restaurant, et se faisant finalement virer car étant probablement repéré, bien que ce soit montré sous forme de blague. Dans cette théorie, Golden Freddy ne pourrait pas se déplacer et serait très fantomatique parce qu'il serait dans le costume utilisé par le tueur. Sachant que le fait que Golden Freddy soit un simple animatronique ou un costume dans lequel on peut aller n'est pas exactement clair. Donc je vais avoir les deux interprétations par la suite. Et donc comme j'ai dit, ce serait le costume utilisé par le tueur, donc nous, pour attirer les enfants, costume qui n'aurait pas d'endosquelette. C'est une solution plutôt simple, mais qui semble manquer d'arguments. Et en plus de ça, je vois pas tellement l'utilité de préciser tout ce qui est précisé dans le jeu si c'était aussi simple que ça. Sans parler du fait que je vois pas pourquoi le tueur reviendrait, sauf dans le cas où il serait dans une sorte de purgatoire. Mais c'est beaucoup d'extrapolation à ce moment-là, même si avant ça, Scott faisait des jeux chrétiens en grande partie. La deuxième solution possible, que j'aime un petit peu plus, mais pas autant que la dernière qui va venir, c'est que nous connaissions personnellement la personne qui est Golden Freddy, et donc que Phone Guy soit Golden Freddy. Il aurait alors été placé dans Golden Freddy par les esprits dans les animatroniques. Ça expliquerait parfaitement le It's Me, puisque nous le connaîtrions réellement. Il essaierait de nous dire que c'est lui. Le problème avec ça, c'est encore une fois que je vois pas l'intérêt de la morsure de 87 à ce moment-là. Mais bon, ça pose également un autre problème assez majeur auquel on peut pas vraiment couper dans cette solution et dans celle qui va venir. Si les 5 animatronics contiennent les âmes des 5 enfants disparus plus celles de Phone Guy ou de n'importe qui d'autre, eh ben ça veut dire que ça fait 6 âmes. Et donc il est obligatoire qu'il soit au moins 2 dans un des animatroniques. Alors, c'est pas impossible, et ma préférence irait à Golden Freddy à ce moment-là, puisque ça expliquerait qu'il nous attaque alors qu'il est un personnage qui est neutre à gentil avec nous, à savoir Phone Guy ou le suivant dont je vais parler, mais c'est un peu compliqué pour pas grand-chose. Après, ayant étudié beaucoup le travail de Scott pour vous faire cette vidéo et les suivantes, et ça va sembler faible comme argument, mais je vous invite à vous-même vous faire votre avis sur cette situation, je vous avoue qu'il n'est pas impossible que Scott se soit juste planté et qu'il ait compté de travers. C'est du fail de son niveau. Enfin bon, on va dire que non. La dernière solution, et celle que personnellement je retiens, mais à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est que Golden Freddy soit une personne reconnaissable par un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'historiquement, on va dire, on devrait tous la connaître. Pas personnellement, mais on voit qui c'est. À savoir, la victime de la morsure de 87. Alors oui, je sais, la victime en question n'est pas morte et n'a perdu que son lobe frontal. Mais n'est-il pas possible que, justement, ce ne soit qu'une partie de l'esprit de cette personne qui habite cette animatronique? Étant donné qu'il ne contiendrait pas la victime elle-même physiquement, ça expliquerait ses aptitudes fantomatiques dont on parle tant. Il dirait alors que c'est lui en boucle parce que c'est lui qui s'était fait mordre. Ce que ça veut dire, c'est que la morsure de 87 aurait eu lieu parce que Golden Freddy, un animatronique, ici, aurait mordu un enfant, possiblement parce qu'il était déjà possédé par un autre enfant. Ça aurait mené à son abandon, contrairement aux 4 autres animatroniques, vu que ça doit pas donner une excellente image à la compagnie de le garder après ça, d'où son état très délabré. On peut également ajouter que cette solution va avec les normes de sécurité du restaurant, qui demandent de ne pas s'approcher de Freddy, ce qui pourrait désigner Golden Freddy, vu le peu de distinctions qui sont faites entre les deux à ce point-là de la série. Un dernier argument allant dans ce sens est un easter egg ajouté dans une mise à jour. En effet, à l'époque, il y avait des rumeurs fausses sur une cinématique secrète qu'on obtiendrait si on gagnait la Custom Night 1987. Sachant que dans les Custom Night, la 7ème nuit en soi, on peut choisir le niveau de difficulté des 4 animatroniques principaux. Donc ici, ce seraient les niveaux 1, 9, 8 et 7. Pour contrer cette idée, Scott a décidé que dès que l'on essayait de lancer une partie avec ces réglages, on obtenait directement la jumpscare de Golden Freddy qui fait crash le jeu. C'est donc un argument secondaire, vu que ce n'était pas le but de base, mais ça fait un lien possible, parce que ça pouvait être un but secondaire, entre notre cher ours doré et l'an 1987 et donc la morsure associée, chose qui collerait plutôt très bien ici. Et je pense qu'on arrive au bout du mystère de FNAF 1. En bref, mon interprétation est la suivante. Probablement un peu avant 1987, voire même au maximum vu que c'est précisé en 1973, un tueur déguisé en mascotte de Freddy Fazbear's Pizza s'est infiltré dans le restaurant et a successivement tué 5 enfants, cachant les corps dans les 5 animatroniques du restaurant. Suite à cela, ces derniers vont être hantés par les esprits des enfants en quête de vengeance, ce qui va les rendre particulièrement agressifs. C'est ainsi qu'en 1987, l'un d'entre eux, Golden Freddy, mord un des enfants au restaurant, endommageant son lobe frontal et le faisant partiellement fusionner avec lui. Suite à cela, Freddy Fazbear's Pizza va lentement mourir de sa réputation funeste et les normes de sécurité supplémentaires mises en place. Tout ceci si bien que, fin 1993, juste avant la fermeture définitive du restaurant, un garde de nuit, Phone Guy, se fait tuer par les animatroniques sans laisser de traces. Et si bien également que ça pourrait bien être votre tour dans le jeu à présent. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, merci aux auteurs des fanarts que vous voyez actuellement.
J'ai une masse gigantesque de projets déjà démarrés et dans l'attente de finition, que vous en ayez déjà vu des bouts ou pas, donc j'espère que vous êtes chaud pour tout ça, parce que après ça, je compte vraiment enchaîner. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Si vous voulez en voir plus comme celle-ci, je vous mets en haut à droite une vidéo sur un jeu aussi un petit peu sombre comme ça, à savoir Doki Doki Literature Club, et en bas à droite quelque chose de bien différent, à savoir la partie 1 de mon analyse de Majora's Mask. Voilà, sur ce, Captain Hype, out.